Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le nouveau podcast est sous forme de dossier. Vous trouverez 3 épisodes sur le thème de l'évolution des études et de la pratique en ergothérapie. Ce podcast a été co-construit avec 3 ergothérapeutes. Tout d'abord Laurent, diplômé avant 2010, avant la réforme des études, puis Kim, diplômée après cette réforme, et Nesliane, qui est toujours étudiante. Pour ce dossier, vous trouverez 3 formats. Tout d'abord le portrait de chaque ergothérapeute qui nous partage son vécu des études et de l'évolution de sa pratique. Puis un échange, un débat où on a réuni Laurent, Kim et Nesliane pour échanger leur point de vue sur cette évolution. Et pour terminer, un épisode complémentaire où là on vous apporte un peu plus de notions théoriques issues d'articles scientifiques sur ce sujet. Alors Kim, de ton côté, comment es-tu rentrée en ergothérapie et quelle définition avais-tu de l'ergo à cette époque ? Alors moi, je suis passée par la PACES. J'ai découvert l'ergothérapie de manière inopinée en arrivant justement en PACES. Voilà, parce que j'étais plutôt partie sur kiné, D'accord. comme la majorité des personnes. J'ai fait mes recherches. Et justement, t'en avais quoi comme définition quand t'as cherché ? Eh ben, j'avais pas très bien compris. Ouais. Honnêtement, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais il y a un mot que j'ai retenu, c'était, du coup, je rejoins Laurent, c'était le mot de créativité. Donc, je suis arrivée en ergothérapie là-dedans et à cette époque-là, le fait d'avoir le référentiel par unité d'enseignement, l'ensemble de la formation soit universitarisé, ça m'a beaucoup aidée en fait. Moi, en tant qu'étudiante, à me dire bah tiens, qu'est-ce qui m'intéresse pas et comment je m'oriente tout doucement. Le premier mois de formation était assez flou, donc ça restait encore très avec des cours très centrés sur les disciplines médicales en fait. Ouais. Donc comme Laurent, il y avait une base au niveau des sciences médicales, peut-être des sciences sociales, t'as abordé en première année ? Ça avait été abordé effectivement, mais pas autant que ce que je pensais. Et en même temps, on avait aussi des tout premiers cours qui traitent de l'activité humaine, de l'activité et la santé. Pour moi, c'était des choses qui étaient très nouvelles. On commençait déjà à se questionner sur c'est quoi une activité signifiante, c'est quoi une activité significative. Donc ça, c'est un petit peu les premiers cours concernant l'ergo et les concepts, on va dire, d'ergothérapie que tu as eu. Si je me remémore, ouais, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué en ergothérapie. Donc, c'est quoi une activité? Et donc, tout de suite, les cours sont rentrés assez vite au thème de l'analyse de l'activité et les modèles d'analyse d'activité. Donc, tu as quand même évoqué le mot de modèle. Est-ce que c'est les modèles qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple le MOH, ou est-ce que c'est des modèles d'analyse d'activité, de comment décomposer une activité, plus ce que disait Laurent? Plus ce que disait Laurent. Ok. Les modèles d'activité, est-ce que c'est une analyse, comment on décompose l'activité, quelles sont les dimensions que l'on va observer, ce qui m'a fait poursuivre les études jusqu'au stage et après le stage, c'est la question du sens de l'activité. Et finalement, moi, j'ai toujours senti, un peu comme Laurent, pour moi en tout cas, un décalage entre le côté pro-rééducation, donc très technique, très centré d'efficience, savoir d'emblée très très vite comment faire quelque chose, donc comment faire tout de suite une séance d'intervention en ergothérapie, comment faire une évaluation standardisée, validée. Je voyais le décalage entre moi qui avais plus fait de stages en secteur sanitaire que les camarades de classe ou qui avaient peut-être eu plus l'occasion d'être dans du milieu médico-social. Pour la simple et bonne raison. Comme quoi, par exemple? Majoritairement en EHPAD, ou alors beaucoup de CESAD, beaucoup plus. Ou alors j'ai plus exactement je sais plus, mais le décalage, je le sentais dans le fait que dans mes stages, j'ai été beaucoup imprégnée de rééducation. Donc,
des activités qui étaient très analytiques. Bien évidemment, dans la formation, on nous demandait de savoir argumenter, de savoir expliquer le sens des activités de rééducation aux patients, etc. On nous apprenait aussi à le faire en stage. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans le ressenti de faire de l'ergothérapie, je sentais bien que quand bien même j'expliquais parfois aux patients que de déplacer une balle dans un panier d'un côté à un autre pour qu'ils puissent récupérer la motricité du membre supérieur, pour qu'ils puissent par la suite, etc., etc. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'avais pas pensé à faire. Et je voyais que les camarades, du coup, qui étaient plus, qui avaient été en stage plus en médico-social, ils avaient pris peut-être plus de temps, questionner les personnes sur leurs habitudes de vie et la manière dont ils concevaient les activités. Et je m'en rappelle très très bien parce que ça a été vraiment un déclic quand la collègue en retour de stage, en débrief, on devait chacun présenter une activité qu'on avait fait avec un patient. Et moi, n'ayant eu que des activités analytiques, mais vraiment que ça, j'ai décrit une activité qui était à la limite de la kinésithérapie. À ce moment-là, on m'avait renvoyé le fait, mais tu places l'ergothérapie où là-dedans en quoi c'est en lien avec les activités de la vie quotidienne? Alors j'ai décrit, j'ai argumenté le choix, et en même temps, je sentais bien que mon argumentation, elle tenait pas bien la route. Et en même temps, j'aurais pas su faire à ce moment-là. J'aurais pas su argumenter autrement parce que justement, je ne savais pas raisonner, et je parle bien en termes de raisonnement, je ne savais pas comment raisonner plus précisément sur l'activité quotidienne. J'ai pas eu de facilité pour bien comprendre, mais pourquoi, en fait, c'est important de le faire de cette manière-là. Je sais pas si tu vois la nuance entre le fait de se poser la question de comment faire les choses et se poser la question de, mais en quoi, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'importance de faire cela de cette manière-là. Et en fait, à cette époque-là, j'étais pas assez mature pour me poser les questions de. Là, j'en parle avec un certain recul, mais à cette époque-là, je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Et rapidement, qu'est-ce qui t'a aujourd'hui un petit peu débloqué par rapport à ça? Est-ce que tu as fait des formations annexes? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce que c'est, on va dire, les sciences de l'occupation peut-être aussi, peut-être plonger là-dedans? Alors, ça a été premier job. En fait, je suis arrivée dans la formation avec cette représentation que l'ergothérapeute, c'est quelqu'un de créatif, quelqu'un qui innove des choses, qui fabrique des choses pour le bien-être des personnes qui sont malades. Voilà, si je résume. Et puis, au fur et à mesure des études, je me suis dit, bon, l'ergothérapeute, c'est quand même quelqu'un de compétent déjà dans la recherche, de comprendre c'est quoi l'activité. Et finalement, est-ce que moi, j'ai compris qu'est-ce que c'était? Quand j'étais en difficulté lors de mon premier job, c'était la question que je me suis posée. Est-ce que j'ai bien compris, en fait? Parce que là, j'ai l'impression que je suis pas en train de faire mon travail. Je suis pas en train de faire un travail pour lequel j'ai été formée. Je suis arrivée, en fait, dans ce premier job avec l'idée de faire de la réadaptation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai choisi pour ça, parce que je voulais vraiment pas aller en rééducation. Mon premier job, c'était dans un lieu de vie et dans un secteur plus médico-social. Donc un accueil de jour spécialisé pour des personnes avec des. À cette époque-là, on appelait ça des démences. Voilà. Et dans un USLD qui reste du secteur sanitaire, mais les personnes y restent quand même longtemps. Donc, je voulais absolument travailler dans un lieu de vie pour vraiment continuer à me questionner sur c'est quoi l'activité dans un lieu de vie. En fait. Hors de l'hôpital, comment ça se passe en fait. Et finalement, dans ces lieux de vie-là, en dehors de l'accueil de jour, on avait beaucoup de tâches liées à la gestion de matériel. Et c'est une casquette que j'ai pas réussi à enlever. En fait, j'ai vraiment essayé d'appliquer la trame de réflexion de l'intervention en ergothérapie dans ces milieux-là, et ça ne marche pas. Il y avait quelque chose qui manquait cruellement,
et qui faisait que mon identité pro à cette époque-là était déjà, il est en construction quand tu sors du diplôme. Moi, j'avais pas encore l'impression d'avoir très bien compris avec une immense clarté ce que c'était l'ergothérapie. Donc, j'avais encore besoin de me questionner, de continuer à travailler sur ça. Et là, je suis arrivée dans un lieu de travail où finalement, la représentation de l'ergothérapie, c'était un technicien. Et ça me plaisait pas du tout. Il y avait le travail en accueil de jour, où là, c'était un poste à créer, où je m'y retrouvais, mais la manière de faire des évaluations, la manière de mener les entretiens auprès des personnes, des usagers, tout ça, on l'avait pas appris. Je savais vraiment recopier la trame que j'ai apprise, histoire de la maladie. Mais tu voyais pas le sens que tu mettais derrière. Et qu'est-ce que tu cherchais? Ah non, pas du tout. Exact. Je savais vraiment pas. Et c'est là où la question de c'est quoi l'ergothérapie m'était revenue de plein fouet. Et je me suis dit, bah merde, t'es formée pendant 3 ans, tu sais pas ce que tu fous, vulgairement dit. Je suis désolée, je le dis comme ça, parce que j'étais en colère. Et ça, là, je me disais, c'est pas possible. J'ai pas loupé un pan de ma formation. Et c'est là que je me suis dit, bon, si on en revient aux fondements, c'est quoi les fondements de ce métier, quoi. Et finalement, il a fallu quand même que je sois vraiment confrontée à cette problématique d'identité professionnelle pour que je me mette à sérieusement envisager de lire des articles. Parce que tu l'avais fait, alors dans le mémoire de recherche, tu avais un petit peu abordé tout ce qui était lecture d'articles, peut-être sciences de l'occupation, je ne sais pas si vous en parliez un petit peu, non? Et c'est vraiment après ton diplôme que tu as commencé à t'investir et vraiment lire des articles et peut-être un peu plus sur ce sujet-là. Ok. Exact. Au cours de la formation, on avait très très peu l'occasion de lire des articles scientifiques centrés sur l'ergothérapie, qu'ils soient en anglais ou qu'ils soient en français. En français déjà, je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y en avoir énormément. En anglais, non. On n'avait pas, je me rappelle très très bien, parce que j'ai comparé après, on avait très peu d'enseignements qui nous demandaient d'aller faire une recherche d'articles et de le lire, de l'analyser, mais des articles qui soient centrés sur l'ergothérapie et non pas centrés sur la rééducation d'un membre supérieur ou de l'émi-négligence. Voilà, c'est ma démarche après où j'ai pu vraiment m'intéresser. Et c'était là la vraie naissance pour moi de ce que c'était l'ergothérapie. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, là, on rappelle que la réforme, elle a eu lieu en 2010. Là, actuellement, il n'y a pas eu de changement au niveau législatif. Et justement, toi, Neslan, du coup, maintenant, tu vas partager ton expérience. On a un petit peu parlé en off et c'est vrai qu'elle est différente. Encore merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes, que ce soit les portraits, le débat ou l'épisode complémentaire, pour pouvoir avoir une vue globale sur le dossier qu'on a constitué. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Occupe ton ergo pour nous donner votre retour et votre ressenti sur l'évolution de la pratique ergo en France. À très bientôt.